Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. J'anime aujourd'hui l'émission aux côtés d'Héloïse Belay. Bonjour Héloïse. Bonjour Clara. Alors pour notre dernière émission de l'année, nous allons changer d'horizon. En effet, nous nous sommes intéressés à la biodiversité dans les cimetières, aux insectes et aux animaux mal aimés dans les villes occidentales. Mais nous avons eu tendance à laisser de côté les villes des pays dits des Suds et leur biodiversité. C'est pour aborder ces questions que nous accueillons aujourd'hui Noé Parot, qui est géographe et spécialiste des cohabitations humains-animaux dans les villes indiennes et marocaines. Bonjour Noé. Bonjour à toutes les deux et merci de m'inviter sur Radio Anthropocène. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord Noé, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, nous expliquer le sujet de votre thèse et de vos recherches ? D'accord. Bon, alors moi, je suis du coup, comme vous l'avez dit, doctorant à l'université en géographie et je travaille sur la cohabitation entre les humains et les animaux dans les villes dites des Suds. Voilà, et je suis en fin de deuxième année. Ok. Et alors justement, vous parlez des villes des Suds. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ville des Suds ? Et surtout, est-ce que c'est un terme qui fait peut-être débat au sein de la communauté de recherche ? Oui, c'est une bonne question. Alors, les villes du Sud, c'est les espaces urbains qui en fait sont situés dans un groupe de pays qu'on appelle les Suds et dont fait partie l'Inde et le Maroc. Les Suds, c'est aussi appelé le Sud global, South global in English. C'est un terme qui souhaite porter en fait un regard nouveau sur le développement de ces pays et surtout donner la parole aux chercheurs de ces pays en fait, qui sont originaires de ces pays. Et donc l'idée c'est de faire émerger des nouvelles grilles de lecture qui correspondent mieux à l'analyse de ces pays et particulièrement donc des villes dans les études urbaines. D'accord, donc oui, le but c'est d'avoir peut-être un terme qui est un peu plus intégrant des enjeux de ces pays-là. Et est-ce que justement vous vous intéressez à des animaux en particulier ? Oui, déjà parce que donc, les animaux dans les Suds ont plusieurs identités qui sont variées et appartiennent à des catégories, mais en fait les limites sont floues. Donc en fait il faut faire un choix, ce qui est assez difficile quand on fait un travail de thèse. Et donc je me suis concentré sur en fait les animaux qu'on appelle errants ou les animaux déambulants dans l'espace public de ces villes. Donc ça peut être les chiens, les chats, mais aussi les singes et aussi des animaux d'élevage qui sont laissés en déambulation dans les villes, comme les vaches et aussi les moutons. Ok, donc différentes espèces avec peut-être différents statuts. Exactement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet de thèse ? Quels étaient les enjeux pour vous ? L'enjeu, il est un petit peu, on va dire... scientifique, évidemment qu'il est scientifique, mais aussi, on va dire, épistémologique, puisque, en fait, je travaille donc sur deux villes qui sont considérées comme des métropoles ou en voie de métropolisation. Donc, en fait, un sujet déjà bien labouré, qui a été bien étudié. Et donc, l'idée, en fait, d'étudier les animaux errant, c'est se mettre à la hauteur des humains finalement et même des animaux et parler ainsi du quotidien de ces villes, de ces citadins surtout. Et justement, pour aller un peu plus loin sur ces cohabitations humains-animaux, quelles sont les différentes formes de présence des animaux dans ces villes que vous avez observées ? Les identités de ces animaux errants, il y en a plein. Donc déjà, ça peut être des animaux sacrés, donc comme les vaches errantes, les singes, donc on rencontre en Inde. J'avais aussi parlé d'animaux d'élevage. On reprend la vache, mais il y a aussi le mouton, les chèvres. Et les animaux liminaires, donc c'est des animaux qui vivent à proximité des humains en ville. Ça peut être des animaux féraux, les chats féraux, pardon. Et les chiens errants, et aussi donc des animaux sauvages qui franchissent un peu les limites et entrent en ville. Donc on a par exemple le léopard à Mumbai. Et parfois on entend parler de commensalisme entre les humains et les animaux. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit et si c'est une notion que vous utilisez ?
Oui, le commensalisme, ça fait bien... c'est très courant, en fait. En fait, ça vient de la biologie. C'est donc une forme d'interaction biologique où, en fait, l'animal va profiter des aliments des humains sans que ça manque aux humains. Donc, d'une certaine manière, c'est les animaux qui se nourrissent grâce aux dons des citadins, grâce aux déchets que l'on trouve dans la ville. Et ça ne va pas manquer directement aux humains. Et voilà, donc le commensalisme. Après, il n'y a pas que ça comme forme d'interaction biologique, mais elle est très courante dans les villes du Sud. Et justement, quelles sont les relations qu'entretiennent les habitants donc humains avec ces animaux? Est-ce qu'ils sont plutôt proches d'eux, plutôt distants, et pourquoi? Ça dépend beaucoup parce que en fait, ça dépend déjà de la catégorie de population et des espèces concernées et des espaces et de la temporalité, donc il y a beaucoup de conditions. Donc en fait, par exemple, si le chien est apprécié en Inde, ce sera dans des espaces particuliers où d'ailleurs ils ne peuvent pas être considérés comme dangereux, donc ça exclut un peu les marges de la ville. Ça va être plutôt dans le centre. Et en revanche, au Maroc, les citadins sont plus méfiants des chiens. Et par contre, ils vont nourrir volontiers les chats, donc qui sont très nombreux dans les villes du Maroc. Les singes sont considérés comme des animaux sacrés, mais ils sont un petit peu agressifs, donc les humains finalement les évitent parce qu'ils en ont un peu peur. Donc en fait voilà, la proximité elle va être dépendante à la fois de l'espace et de l'espèce. Et donc là, pour l'instant, il me semble que vous nous parlez surtout d'animaux dans des espaces publics. Est-ce qu'il existe aussi des animaux de compagnie dans ces villes et est-ce que ce sont des espèces auxquelles vous vous intéressez ? Oui, il existe bien des animaux de compagnie. Donc c'est les animaux qu'on considère comme appartenant à un ou une propriétaire. Et du coup, s'ils se retrouvent dans les espaces publics, c'est sous la supervision de leur maître. Et donc moi, du coup, je ne vais pas étudier cette catégorie d'animaux puisque j'étudie les animaux qui n'ont pas de propriétaire. Quand c'est des animaux de compagnie. Il y a bien des animaux errants d'élevage qui ont des propriétaires et qui sont laissés en déambulation. Donc eux, je vais les intégrer un peu à ma recherche. Mais c'est surtout les animaux errants sans propriétaire. Et pour revenir donc sur les animaux de compagnie, donc c'est un phénomène qui est longtemps resté marginal en Inde et au Maroc, mais il y a maintenant une croissance rapide de ces animaux de compagnie dans les grandes villes. Et alors justement là, vous nous avez évoqué quelques exemples d'animaux errants. Est-ce que ça pouvait, lesquels étaient concernés? Est-ce qu'on peut, quels animaux sont globalement désignés par ce terme? Est-ce qu'on peut donner peut-être une définition? Comme je l'ai dit, c'est des animaux qui n'appartiennent à personne et du coup ça va être donc les animaux liminaires, donc j'ai dit les animaux qui vivent à proximité des humains, les animaux sauvages et les animaux domestiqués comme les vaches, les moutons et tout ça qui sont laissés en fait en déambulation, et certaines, et c'est ça qui m'intéresse, certaines vaches n'ont même plus de maître, elles ont été soit abandonnées, en général abandonnées, et donc du coup elles déambulent dans l'espace à la recherche de nourriture, et donc elles n'ont plus de propriétaire. Et justement, du coup, quelles sont les relations qu'entretiennent les habitants des villes, alors au Maroc comme en Inde, mais avec ces animaux qui déambulent au milieu des villes? En fait, on assiste à une panoplie de relations. On va avoir des relations assez conflictuelles, comme entre les humains et les chiens errants, ou des fois les léopards aussi qui rentrent dans la ville. Mais on a aussi des relations plus apaisées, de confiance, d'entraide. Donc ça va dépendre aussi un peu de la temporalité, si on se situe pendant le jour ou pendant la nuit. Oui, voilà.
Et quelles sont les différences qu'on peut noter entre les représentations des animaux dans les villes des pays des Nord et dans les villes des pays des Sud ? Finalement, est-ce que nous n'abordons pas ce sujet avec un regard très européen et avec une posture dont il faudrait peut-être sortir ? Oui, évidemment, c'est ce qui est souhaitable. Mais alors, c'est un peu rendu difficile parce que les Européens et le monde occidental, on partage un mode de pensée très spécifique et aussi un peu historiciste. C'est-à-dire qu'on voit un peu les pays du Sud dans une forme de rattrapage dans leur mode de développement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une forme de freeze et en fait, il serait bientôt à nous rejoindre. Et donc c'est ça que développe finalement le Sud global, c'est de rendre sa particularité aux pays des Suds dans leur processus de développement. Parce qu'en fait, ils ont leur propre spécificité et en fait, ils partent pas de la même base puisque beaucoup ont été colonisés alors que les pays du Nord ont été colonisateurs. Donc voilà, il y a des grandes différences. Du coup, il faut bien sûr sortir de ce point de vue européano-centré en empruntant ce que ce mouvement d'affirmation des Suds peut nous donner. Et il faut bien sûr rester humble parce qu'on ne peut pas tout à fait comprendre sans avoir expérimenté et même en expérimentant tout ce qui se passe en fait dans ces villes des Suds. Et pour essayer de se plonger un peu plus dans ce contexte socio-culturel, est-ce que le contexte religieux influence les relations qu'ont les habitants avec les animaux et est-ce que vous auriez peut-être un exemple pour en parler de manière plus concrète ? Oui, la religion est en effet très importante, que ce soit l'hindouisme, l'islam. Donc, je peux vous donner 2 exemples. L'un sur le temps long, donc c'est les vaches sacrées en Inde qui bénéficient de beaucoup d'attention. Donc celles qui déambulent hors des temples, en fait, elles permettent de perpétuer une forme de sacré dans toute la ville, puisqu'en fait, elles sont considérées comme l'égale des dieux, et donc il faut leur donner à manger, il faut les respecter. Si on les touche, ça permet de passer une bonne journée. Voilà. Et ce système de don des humains permet d'ailleurs aux vaches de se nourrir. Mais des fois, elles manquent un peu de nourriture, du coup, elles vont dans les décharges. Et donc, c'est là qu'on a cette image des vaches qui mangent du plastique. Et le deuxième exemple, il est sur un temps plus court, donc c'est les moutons de l'Aïd. En fait, ils sont achetés par les habitants des villes à peu près une semaine avant le sacrifice. Et du coup, pendant cette semaine, il va y avoir une forme de cohabitation, parfois très proche, puisque le mouton est carrément nourri pendant une semaine dans les maisons, dans les cours des maisons. Et du coup, au bout d'une semaine, voilà, ils sont sacrifiés dans le cadre de la fête. Mais voilà, ils ont passé une semaine à vivre, à cohabiter avec les humains. Donc on a vraiment 2 exemples sur une temporalité totalement différente. Et pour poursuivre sur cette question de la temporalité, quelles sont les transformations que subissent les villes indiennes et marocaines et quels impacts est-ce qu'on peut voir sur les animaux qui y vivent ? Oui, alors on peut déjà parler de ce qui fait que ces villes ont une forte croissance démographique et ainsi qu'un fort étalement urbain. L'étalement urbain, en fait, il est alimenté donc à la fois par le besoin de nouveaux logements pour les populations qui arrivent, mais aussi parce qu'il y a un éclatement du système familial qui tend à être plus nucléaire, donc les parents, les enfants, alors qu'avant on avait plusieurs générations qui cohabitaient. Et donc cet éclatement fait qu'il y a moins de personnes par logement et donc de fait il y a besoin de plus de logements. Et voilà, donc ça explique une forte croissance et un fort étalement urbain. Et dans les centres-villes, on assiste plutôt à une verticalisation du bâti, liée en fait un peu à un mode de gestion néolibérale des villes. À côté de ces grandes tours d'habitation ou de bureaux, on va retrouver des espaces de grande pauvreté, donc comme les bidonvilles de Mumbai, mais ça peut être aussi moins spectaculaire, mais les quartiers non réglementaires de Tanger,
où il y a une forte concentration et très peu de... Enfin, il reste plus d'espace, quoi. C'est très dense. Et plus largement, on a une polarisation des villes entre un centre-ville, voilà, qui va accueillir à la fois la pauvreté et les ultra-riches, des périphéries qui vont être délaissées économiquement, marginalisées. Mais de l'autre côté, on a d'autres périphéries qui se forment autour en fait des gated communities et qui accueillent donc des populations plus aisées qui recherchent voilà, une forme d'entre-soi. Et alors toutes ces transformations-là sont alors, urbaines sur la morphologie des villes, mais aussi sociales. Est-ce qu'elles ont aussi des impacts sur les animaux, peut-être sur leur comportement ? Oui, alors c'est ce que j'essaye d'analyser et d'observer. Donc pour l'instant, ce que j'ai pu voir, c'est que dans ces nouveaux quartiers d'habitation pour la classe aisée dont je parlais, en fait, les chiens sont moins nombreux parce qu'en fait, les animaux errants en fait, vont rechercher cette zone d'interface qu'on a entre les habitations et la rue. Donc quand c'est des immeubles avec des petites boutiques ou des petits restaurants, ben là ça va attirer les animaux, alors qu'une maison qui est entourée de murs, et ben là les animaux vont moins être présents. Parce que voilà, finalement ils recherchent une forme d'interaction avec les humains, là où ils savent qu'ils peuvent retrouver de la nourriture, surtout de la nourriture, mais aussi des abris comme autour des mosquées par exemple, où ils vont être nourris à la sortie des mosquées, mais le reste du temps, ils restent autour pour être tranquilles. Et aussi dans les temples, mais dans les temples des fois ils sont un peu chassés. Ça va dépendre de l'animal. Si c'est un singe, oui. Et du coup, est-ce que tout ça change alors peut-être dans le cas des gated communities, c'est ce que vous expliquez, on n'a plus cette cohabitation. Est-ce que d'une manière générale, à l'échelle de la ville, ça change les relations traditionnelles entre habitants et animaux ? Là aussi, ça dépend un peu. C'est vrai que par rapport, si on revient au modèle hindou du village, on va dire traditionnel avant l'urbanisation, ce modèle impliquait beaucoup les animaux, dans le cadre notamment du recyclage des déchets, puisque les animaux sont un peu détritivores. Et à côté, au Maroc, l'âne par exemple était très utilisé dans les villages, parce que voilà, il permettait de déplacer des marchandises, de déplacer les hommes. Et maintenant, finalement, on assiste quand même à une forme avec l'urbanisation, à des changements dans ces modes de vie traditionnels, mais parfois quand même, il reste un petit peu des traces, des témoignages. Et d'ailleurs, ils vont être d'ailleurs un peu repoussés dans les politiques d'aménagement. Mais pour l'instant, en fait, on est dans ce mouvement de rejet des animaux, mais ils restent quand même présents. Et justement, là, vous parliez du cas des singes, mais même, il me semble que vous avez peut-être vécu quelques mésaventures avec des chiens errants. Est-ce qu'il existe des tensions ou des conflits entre les animaux, les humains au sein de ces villes ? Et si oui, comment est-ce qu'ils sont à la fois peut-être médiatisés ou pris en compte par les acteurs politiques ? Alors ça, c'est vrai que vu que la ville attire les animaux, parce qu'elle a des ressources, nourriture, abri, et puis aussi elle facilite la reproduction vu la densité d'animaux, ça aboutit finalement à une maximisation des interactions. Et du coup, va y avoir en fait, oui, des conflits qui vont naître de ça. Donc, par exemple, les chiens qui viennent demander à manger sont parfois rejetés par certains citadins. Ensuite, les vaches qui ne doivent pas être blessées dans la religion hindoue, en fait, se couchent sur une voie express et provoquent beaucoup d'embouteillages. Donc, ça aboutit pas forcément à
un rejet de la vache, mais en tout cas, voilà, ça facilite pas les déplacements en ville. Sinon, en général, les conflits sont pas très médiatisés, hormis quand ils ont un aspect un petit peu spectaculaire. Donc voilà, les léopards, les singes, va y avoir des articles sur eux. Mais c'est surtout médiatisé quand il y a des nouvelles un peu graves, enfin un peu graves, oui, comme des morsures un peu graves, et très graves quand ça aboutit à la mort de certains humains. Mais les acteurs politiques ont finalement une politique pas très cohérente vis-à-vis de la présence animale. En fait, c'est un peu le yo-yo entre le rejet avec des tueries et une prise en charge, on va dire, plus idéale de vaccination, de stérilisation. Et en fait, c'est cette deuxième option qui fonctionne le mieux pour, par exemple, lutter contre la propagation de certaines espèces, pour éviter aussi les maladies. La vaccination est très importante. Et est-ce qu'il existe un décalage entre justement les acteurs politiques, les politiques publiques et les habitants, du point de vue habitant? Comment est-ce que ces derniers gèrent ces conflits? Les citadins vont avoir peut-être un comportement plus conciliant avec les animaux dans leur quotidien. Hormis quelques gestes que j'ai évoqués de rejet des chiens errants, on va dire qu'ils acceptent mieux cette présence. Elle les dérange moins parce que pour les politiques publiques et les autorités urbaines, il y a une question d'image. Pour les habitants du quotidien, il y a finalement une cohabitation, on va dire, routinière. Mais de plus en plus, quand même, ces citadins sont acquis à l'idée que la ville ne devrait pas accueillir d'animaux et qu'elle devrait être une ville un peu propre. Donc ils font souvent référence à Singapour, une ville considérée comme smart, comme green. Et alors on va avoir ce mode de pensée qui se développe chez les jeunes ou chez, on va dire, les habitants qui sont en ville depuis plusieurs générations, puisque les néo-urbains qui s'appuient beaucoup sur les animaux pour vivre sont d'anciens agriculteurs ou même des éleveurs qui viennent des campagnes et en fait qui arrivent en ville avec leurs animaux. Donc eux ont besoin de leurs animaux pour vivre. Et les personnes âgées qui sont un peu plus dans les traditions, donc le don pour les animaux. Mais donc même s'il y a un rejet chez les jeunes, on voit quand même qu'ils ne refusent pas d'aider des animaux quand il y en a besoin ou de leur donner à manger. Et pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote ou un souvenir lié aux animaux dans les villes que vous étudiez à nous partager? Oui, je pense à l'université de Mumbai où j'ai été l'année dernière. C'était assez éloquent parce que c'était un peu un résumé de tout ce que je voulais étudier sur un petit espace. En fait, les animaux et les humains partagent une proximité assez singulière. Les chiens, par exemple, sont beaucoup moins farouches que dans le reste de la ville. Et les humains, les étudiants s'occupent d'eux les matins, les soirs. Voilà, donc, et du coup, j'ai pu étudier les différents territoires qui en fait quadrillent le campus. Et donc de voir que la nourriture était autour des résidences étudiantes, des restaurants universitaires, et que du coup les animaux se concentraient dans ces endroits. Et donc en fait, ces chiens errants, ils font pas grand-chose de leur journée, ils dorment, ils mangent, ils dorment. Et la nuit, en fait, quand les étudiants vont dormir, par contre, ils ont champ libre, et du coup, là, on les entend courir, aboyer, voilà. Donc ça, c'est marrant. Merci beaucoup Noé pour tous ces éclairages qui nous ouvrent de nouveaux horizons sur la question des animaux. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode de l'année scolaire. Nous vous retrouverons l'année prochaine pour continuer à explorer la place du vivant en ville.
Et en attendant, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents en ligne sur le site de Radio Anthropocène et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Bel été et à bientôt.